Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invitée du jour est Camille Sfez. Elle est psychologue clinicienne à Bordeaux, mais à mes yeux c'est aussi la femme qui murmure à l'oreille des femmes. Elle a créé la première Tente Rouge de Paris en 2011 et depuis elle anime des cercles de femmes, des ateliers, des retraites, parfois pour les femmes et parfois mixtes. Pour celles et ceux qui ne vivent pas près de chez elle, elle propose même des méditations et des cours en ligne très prisés. Elle est également l'auteure de 2 livres, La puissance du féminin, un best-seller paru aux éditions Le Duc, ainsi que Vulnérable, un livre qui invite les lecteurs à déposer leurs armures et à accepter d'être touchés par la vie. Étant donné le sujet de ce podcast, nous ne pouvions que nous entendre. Bonjour Camille et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Avec plaisir. L'idée ici, je le rappelle pour nos auditeurs aussi, c'est d'essayer de comprendre comment ça fait d'être toi, tout simplement. Donc je vais pour cela te poser des questions sur ce que tu ressens, ce que tu te dis tout au long de la journée et comment tu vis avec tout ça. Maintenant qu'on sait un peu qui tu es dans la vie extérieure, je vais dire, je te propose de nous dresser un petit portrait de ta vie intérieure. Tout d'abord, elle est faite de quoi, cette vie intérieure ? Est-ce que tu te parles beaucoup ou est-ce qu'il y a beaucoup de moments d'autres choses aussi, de silence, de ressenti ? Ouh là là, quand on a là, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de répondre à ton invitation ? Je pense que c'est difficile finalement de parler de ce qui se passe dans la vie intérieure, mais évidemment, je vais essayer de le faire. Alors, je pense qu'il y a une bonne partie de ce que je vis qui est quelque chose de l'ordre du devoir. En tout cas, voilà comment il faudrait que les choses soient faites. Et donc, voilà, je vais avoir, je sais pas, je me lève, des rituels, des choses qui sont là en place parce qu'il faut le faire, quoi. Donc ça, c'est un peu la manière dont je fonctionne, je dirais. Mais dans mon métier, je suis beaucoup invitée à être avec l'autre en tant que psychologue, hein, donc je passe quand même beaucoup d'heures en fait dans mes journées à écouter l'autre. Et là, du coup, c'est vraiment aussi une posture qui est complètement différente quand je suis dans voilà mon fauteuil en tant que psy. Je suis beaucoup à l'écoute de ce que je ressens. Donc la petite voix intérieure, elle est pas très présente. Et il y a beaucoup plus de place à ce que je ressens et à mon intuition. Donc je pense qu'il y a vraiment des moments qui sont très différents en fait dans la journée. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Oui, tout à fait. Donc, il y a, c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tu as peut-être une voix intérieure dans les moments où tu es seule qui est en mode to-do list et maintenant c'est ça. Oui, to-do list ou je pense assez tournée vers ce qui me paraît être bien pour moi. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire voilà ce qu'il faut que je fasse ou comment ça se passe de moi à moi. Je pense que je me laisse pas trop porter par le vent, quoi. C'est pas trop. Je sais pas s'il y a tant de place que ça à la spontanéité. En tout cas, voilà. Quand je parlais du devoir tout à l'heure, oui, il y a quelque chose comme quand même d'une forme de rigueur ou de cadre qui est assez présent dans l'organisation de mes journées, dans le quotidien, qui me permet en fait probablement de pas trop penser en fait. Enfin de voilà. Et je pense que ça existe aussi chez moi parce que ça vient apaiser quelque chose d'un terrain qui peut être un peu anxieux. Donc en fait, voilà, je me pose pas trop de questions parce que je sais qu'il y a ces espèces de balises, on va dire, ou de repères. Par exemple, quand je me retrouve dans des temps longs de vacances qui durent plusieurs semaines, et ben, je peux être plus en contact du coup avec ma petite voix intérieure ou avec ces anxiétés qui sont quand même finalement pas si présentes que ça dans le quotidien. Et si on va sur le domaine des émotions, qu'est-ce que tu es souvent ces derniers temps ? Qu'est-ce que tu es facilement, je dirais ? Alors, ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir eu pas mal d'émotions liées à l'enfance qui remontent, de colère et de tristesse, on va dire.
Et donc c'est assez rare chez moi que ça se manifeste. Ces 2 émotions, la colère et la tristesse, elles se manifestent pas beaucoup. Je me mets quand même pas très souvent en colère et je laisse pas beaucoup de place à ma tristesse ou en tout cas donc là, c'est assez présent en ce moment et ça me surprend. En même temps, ça me fait du bien de m'énerver, de pleurer, mais c'est vrai que je te parlais de l'angoisse tout à l'heure, je pense que c'est un sentiment qui est plus présent la plupart du temps, donc la peur, on va dire, l'anxiété, que la colère et la tristesse. Bien sûr que il y a beaucoup de temps où il y a de la joie, où il y a de la tranquillité, mais je dirais les émotions inconfortables, en tout cas, je suis plus facilement ouais, anxieuse qu'en colère ou triste. Et du coup, en termes de ressenti physique, est-ce que tu es assez bien connecté à ton corps? Est-ce que tu y prêtes attention dans ton quotidien? Eh ben, pas toujours. En tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre quand même une vie, à 1000 à l'heure, même si j'apprends à beaucoup ralentir. Mais donc du coup, dans un quotidien où il y a beaucoup de choses à faire, d'attention tournée vers l'extérieur, vers mon boulot et cetera, bah, en réalité, dans ces moments-là, je suis pas très connectée à mon corps ou à ce que je ressens. En revanche, c'est différent, c'est ce que je te disais, quand je suis en consultation, par exemple, du coup, pour moi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. Donc il y a vraiment, ouais, des ressentis, enfin, une qualité de présence qui permet d'une certaine manière d'avoir accès à des informations, ou en tout cas tu vois, d'avoir des questions qui me viennent ou de penser à des choses. Et j'ai l'impression du coup que c'est aussi pour ça que c'est fatigant comme boulot. C'est un boulot qui demande beaucoup de présence en fait et d'attention. Voilà, en tout cas, cette qualité de présence, elle est pas là tout le temps dans le reste du quotidien, quoi. Mhm. Et du coup, est-ce que tu t'imposes une certaine discipline au quotidien pour soit cette connexion à toi ou pour ta santé mentale? Hmm. Ouais, j'ai mis en place pas mal de choses en réalité ces derniers mois par rapport à ça. Déjà un rythme de travail qui est plus cool. Donc ça, c'est une manière aussi de me préserver. En ce moment, je médite pas mal. Je vais pas dire tous les jours, mais quand même vraiment 3-4 fois par semaine. Et donc c'est vraiment des espaces qui me font du bien. Déjà en premier lieu avec cette sensation d'arrêter le temps, d'avoir 15-20 minutes où je sais que voilà, il va rien se passer, je vais juste me poser et ça crée de l'espace. Et puis j'ai mis en place là depuis la rentrée, enfin depuis fin septembre, je fais, je prends des cours de dessin 2 fois par semaine. Donc je fais 6 heures par semaine, je suis à mes cours de dessin. Et c'est du coup vraiment des espaces, en fait, bon, évidemment des grandes bouffées de respiration, mais c'est tellement aussi différent du reste de mon quotidien que ça me nourrit, ça me décale. Enfin, je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien à ma santé mentale. Mhm. Mhm. D'un point de vue plus technique, je vais dire, est-ce que tu saurais dire dans les moments où tu te parles, tu es plutôt monologue ou dialogue? Je pense que j'ai été longtemps à faire des dialogues dans ma tête, longtemps dans ma vie. Enfin, je me souviens d'une époque, en tout cas, où je me disais ça. Je me disais, mais en fait, donc je pense que c'était plutôt un moment de ma vie où j'essayais d'apprendre à me positionner dans mes relations et où du coup, voilà, je m'imaginais en fait des situations, ce que j'aurais pu dire, ce que j'avais envie de dire. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que c'est un monologue pour autant? Je sais pas. Parfois, en fait, j'ai vraiment probablement ce qui vient quand je me parle à moi-même de manière automatique, c'est quand même souvent quelque chose de l'ordre de la critique ou du jugement. Mais comme je suis assez consciente de ça, quand ça arrive, je peux avoir du coup la voix qui vient surenchérir et qui me dit de me taire et qui rééquilibre, quoi. Mais voilà, quand ça se passe, enfin spontanément, en tout cas, quand je me parle à moi-même, c'est ça. C'est plutôt des jugements, de la critique. Donc je vais me dire que j'aurais pu faire autrement. Enfin, je sais pas, voilà, où je me Mhm. culpabilise. Enfin, voilà. C'est ça. Et puis tu as aussi d'un autre côté ta voix qui dit oui, mais ce n'est pas si Heureusement grave. qu'elle est là, celle-là. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose. Bah, par exemple, dans mes consultations, hein, je reçois beaucoup de gens. Enfin, je pense qu'on est. Voilà, évidemment, je me sens pas du tout toute seule à avoir cette voix jugeante dans ma tête. Loin de là. Et je pense que c'est vraiment une étape importante d'arriver à développer aussi de l'autocompassion, de la bienveillance vis-à-vis de soi, et d'arriver à se parler en fait de soi à soi avec tendresse, avec amour, et que Mhm. ça,
c'est pas si courant finalement. Enfin, en tout cas, je pense que cette voix, c'est vraiment une voix qu'on doit apprendre à développer. Je suis pas sûre Mmh. qu'on naisse avec, quoi, en vrai, mais bon. Et toi, du coup, Mmh. tu fais comment pour la développer un peu? Bah, déjà, je pense que la première étape, c'est de prendre conscience que la voix, l'autre, la critique, elle est présente. Et puis, parfois, j'arrive à juste désamorcer. Par exemple, je veux dire, «Bah non, c'est pas justifié cette critique, c'est pas vrai» et puis ça va se désamorcer. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, je peux même demander à d'autres, «Qu'est-ce que tu en penses quand j'ai dit ça ou quand j'ai fait ça?» Enfin, voilà, de demander de l'avis Mmh. aussi, ça peut me soutenir. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours quand même intact ces espaces, notamment quelque chose autour de la méditation où je peux, vraiment retrouver cette autocompassion, cette bienveillance vis-à-vis de moi. En fait, je pense que je les ai vraiment trouvés, ces espaces à l'intérieur de moi, donc même s'ils sont pas toujours présents de manière automatique, je vois bien que je peux y retourner, quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Une fois que Mmh. tu as appris, à y aller, en fait, tu ne sais pas Ouais, désapprendre. C'est un peu comme quand tu as appris à lire, ouais, tu exactement. ouais, ouais. Ouais, exactement. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment des espaces de méditation. Après, qui ont été beaucoup nourris par les cercles aussi, parce que dans les cercles de parole, et ben, on va dire tout haut ce qui se passe dans notre tête, souvent, hein, c'est à propos de ça. Donc, c'est vraiment. Donc, à la fois, il y a cet exercice de s'entendre dire ce qu'on se dit à soi-même habituellement, et puis d'entendre les autres aussi, Mmh. dire à haute voix ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Donc, ça permet vraiment de. Enfin, moi, ça m'a permis de beaucoup apprendre à m'aimer, à m'accepter. Et de trouver du coup cette compassion, en fait, pour moi, dans ces espaces. Par le fait même du partage, en fait. Ouais, exactement. Mmh. Par le fait de voir quand je dis à haute voix ce qui se passe dans ma tête, bah, je vais pas être jugée par les autres femmes, donc ça fait du bien. Et puis quand je les entends à haute voix dire ce qu'elles se disent habituellement à elles-mêmes, en fait, je me rends compte que je suis pas toute seule, je sais pas, à douter, à galérer, à pas savoir. Et donc ça désamorce aussi cette voix qui pourrait croire qu'en fait, c'est moi qui suis défaillante. C'est moi qui suis inapte, c'est moi qui suis trop, comme ci ou pas assez comme ça. Bon, bah, en fait, non, je me rends bien compte qu'on est tous pareils, donc en fait, ça Mmh. ouais, ça permet de mettre plus de légèreté. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que, du coup, de par ton métier de psychologue, bah, tu es souvent en train d'écouter les gens et que toi, quand tu es en présence de ces personnes, tu te connectes peut-être plus, tu as une présence plus connectée à toi-même quelque part. Parce que spontanément, on pourrait peut-être se dire que justement, quand on est en train de parler avec quelqu'un, on se perd un peu dedans parce qu'on est dans la relation et on est plutôt tourné vers l'autre. Donc toi, tu arrives à rester avec toi pendant que tu es en relation avec l'autre. Je sais pas, heu, parce que, je suis quand même enfin, je pense que ces allers-retours à soi, ils sont nécessaires et en réalité, je pense que je pourrais être beaucoup plus présente à moi parce que en fait, à la fin de la journée, j'ai l'impression de pas avoir été avec moi-même, tu vois? C'est pas vraiment, disons que cette qualité de présence, elle est quand même beaucoup tournée vers l'autre et notamment vers cette intuition ou vers, ce qui pourrait émerger là, dans l'instant présent, comme information utile ou comme, je sais pas, comme ressenti utile ou comme clé utile à l'autre. Donc c'est quand même pas mal tourné vers l'autre, mais c'est sûr que je suis pas du tout en train d'être dans mes pensées, je suis pas du tout en train de penser à ma vie, à ma liste de courses, enfin, je suis vraiment complètement, avec l'autre et donc en Mmh. ça, je suis présente à ce qui est, mais je pense que ma tendance à moi, c'est quand même d'être un peu trop tournée vers l'autre. Donc, tu vois, par Mmh. rapport à Mmh. cette Oui. posture, il y a sûrement du chemin à faire pour être aussi plus, avec moi-même. Mmh. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc ma description n'était pas correcte, c'était que tu es très présente à ce qui se passe, en fait et Oui, essentiellement à ce qui se passe pour l'autre, à ce moment-là. oui. À ce qui se Oui, passe pour l'autre ou dans la relation et ça, c'est oui, intéressant et oui. c'est aussi quelque chose, je me forme en thérapie systémique, donc là, c'est vraiment la thérapie qui est orientée autour de la relation. Et c'est aussi, la manière dont je travaille, c'est-à-dire, ce qui se passe dans la relation me donne beaucoup d'indications, en réalité, sur ce que vit l'autre et donc je m'intéresse autant à ce que la personne me dit qu'à ce qu'elle me fait vivre Ah oui. dans la relation thérapeutique, dans l'instant présent, parce que ça, c'est très riche aussi. Donc en ça, je suis à l'écoute de ce qui se passe, mais Mmh. voilà. Mmh. Et est-ce que
au lever, tu démarres comme ça, au saut du lit, directement, avec la même énergie? Ou est-ce que tu mets dans ces temps de transition au lever, tout comme au coucher, est-ce que ça s'allume tout seul et ça s'éteint tout seul? Ou est-ce que tu as plutôt une Mmh. transition lente, de réveil de la conscience, de bonjour, on est mardi, mais il faut quand même deux trois cafés pour y arriver? Bon, ça dépend vraiment des moments. Souvent, quand même, c'est ce que je te disais quand je te parlais du sens du devoir un peu. Enfin, souvent quand je me réveille, je me pose pas trop la question de est-ce que j'ai envie de me lever ou pas, parce que sinon je me lèverais pas, je pense. Donc je saute un peu du lit. Euh, voilà, souvent c'est la douche froide qui me réveille, c'est de toute façon les enfants, le rythme du matin. Enfin, mais en même temps, je suis pas encore réveillée, disons, quand il se passe tout ça. Souvent, mon rythme, c'est que, voilà, il y a le matin, les enfants partent au collège, tout le monde, hein, je pars travailler, puis quand j'arrive à mon cabinet, j'ai ce temps pour me poser. Et en fait, c'est là où je commence vraiment à me poser, à être plus présente à ce qui se passe. Mais si je m'écoute trop le matin, je pense que je dormirai jusqu'à 9 heures tous les jours, ce qui n'arrive jamais. Et du coup, le soir, tu t'endors facilement ou ça se déconnecte facilement ou il y a pas mal de charges ou une grosse empreinte de tout ce qui a été vécu sur la journée? Et en ce moment, je me déconnecte très facilement, ce qui n'a pas non plus du tout toujours été le cas. Et je pense que le fait d'avoir un rythme plus cool et de moins être saturée en fait de boulot, je dirais, d'interaction, ça joue beaucoup pour moi. Mhm. Mm. Et tu as un peu répondu juste avant, mais est-ce qu'un moment de silence ou de rien, c'est un moment agréable pour toi? Oui, vraiment, je goûte beaucoup ces moments-là. J'en ai pas assez, mais j'en ai du coup, voilà, hein, puisque j'ai ces temps de respiration. Enfin, c'est vraiment des espaces en fait que je dois tellement préserver en fait, parce que c'est tellement facile de remplir ces espaces de rien par. J'ai l'impression d'être beaucoup sollicitée, du coup, de beaucoup de messages, sur 15 000 messageries différentes. Enfin, je pourrais passer mon temps, en fait, à être occupée à faire des choses. Donc, j'arrive, du coup, en ayant suffisamment d'espace, à avoir ces temps de silence ou ces temps où je suis avec moi. Là, au cabinet, j'ai quand même de quoi dessiner aussi. Donc, bon, maintenant, je dessine dans mes cours, mais j'ai aussi, parfois, je prends juste des couleurs et juste pour être avec moi-même, en fait. Ouais, il y a quelques mois, j'ai senti que de plus avoir aucun espace pour moi, c'était vraiment très stérile. Enfin, je me sentais vraiment toute desséchée, en fait. Simplement de pas être assez avec moi-même. Donc là, maintenant, ça va mieux. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ouais, c'est Tu t'es bon, le silence. rééquilibré un peu. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Mm. Mais donc là, on a déjà une belle petite vue d'ensemble de ce que ça fait d'être toi. J'ai encore quelques petites questions subsidiaires à ce sujet. Mm. Est-ce que, par exemple, bah de nouveau, on a un tout petit peu amorcé cette discussion tout à l'heure, est-ce que c'était déjà comme ça quand tu avais 15 ans? Est-ce que c'était déjà comme ça, c'était encore comme ça à Oh là 25? là, non. Euh, ouais, je pense que clairement, le travail de psychothérapie que j'ai commencé à faire quand j'avais 19 ans, 20 ans, ça m'a beaucoup aidé à être avec moi-même et à être douce avec moi. Enfin bon, voilà, c'est sûr que j'étais surtout à sortir d'une espèce de marasme émotionnel dans lequel j'étais beaucoup enfant, adolescente, très noyée en fait dans mes émotions. Donc ça, c'est sûr. Je pense que j'ai énormément gagné en confiance en moi aussi par rapport à cette période-là, même de jeune adulte, ce qui n'a pas été vraiment une période facile aussi parce que moi j'ai fait d'abord une grande école de commerce, puis après quand j'ai repris mes études pour devenir psychologue, bah, c'était quand même un moment très ambivalent qui était à la fois génial parce que j'étais très heureuse de ce que je faisais et en même temps j'avais l'impression de complètement renier aussi tout un pan de ma vie et donc ça n'a pas Mhm. été si simple que ça. Donc beaucoup plus de confiance en moi, je sais pas, plein de choses, un rapport au corps aussi qui a changé. Donc je pense que j'avais du mal à m'aimer en fait plus jeune, donc la voix était pas très pas très aimable, alors que voilà ça a vraiment changé. Et tu as Euh, conscience de... Enfin, je veux dire, c'était une volonté de ta part ou tu te dis, bon, il y a un petit peu de sagesse qui vient avec l'âge et ça s'apaise?
un peu Ah bah, je pense spontanément? que j'ai fait beaucoup de travail thérapeutique en fait pour transformer les Mmh. choses. Enfin, Mmh. bon après c'est pas que ça, c'est des rencontres, c'est je sais pas des expériences, de l'expression. Je pense que tout ce qui est de l'ordre créatif et de l'expression de soi, bah, ça fait beaucoup de bien aussi. Voilà, donc tout ça, ça m'a aidé. Je pense que ce qui change ma vie intérieure pas mal ces derniers mois, c'est l'attention que je porte à mes rêves. Et Mmh. souvent, je suis quand même habitée dans la journée des images de mes rêves de la nuit. Donc Mmh. ça change aussi. Voilà, il n'y a pas que cette voix qui parle à l'intérieur de ma tête. Il y a aussi des sensations, des images. Mm. Oui, et donc il colore carrément, certains moments de ta journée. Ouais. Et ça, c'est Mmh. vraiment depuis que j'y prête de l'attention. Depuis quelques mois. Bon, là, en ce moment, je les note pas mes rêves, mais je les fais tout un temps, là, ces derniers mois. Enfin, voilà. Mm. Mmh. Ouais. Oui, il y a aussi des choses qui se passent à ce moment-là. Mm. Ouais, complètement. Et pour terminer par cette petite vue d'ensemble, une dernière petite question. Est-ce qu'il y a un art ou une œuvre en particulier qui te donne l'impression d'avoir été écrite pour toi? Tu vois, qui résonne vraiment. Quand tu regardes, tu te dis ça me parle. Ou que tu l'écoutes. Oh là là. Quand tu me poses cette question, je pense souvent quand même, c'est souvent ça qui vient, mais à des artistes qui ont fait un travail, on pourrait dire d'art-thérapie. Je pense à Niki de Saint-Phal, je pense à Louise Bourgeois. Enfin bon, je sais un peu des gros clichés, mais je pense que je me sens proche de ces artistes qui ont parlé de leur souffrance et qui les ont transformées en quelque chose de beau, même si leur thématique en particulier parle pas forcément de moi, mais en tout cas cette démarche-là, ça me parle. Voilà, je sais pas, c'est Ok. une Ouais, réponse. Il ouais, pourrait y en ouais. avoir Non, c'est d'autres, mais chouette. Ouais, ouais, ouais. Cette petite voix qu'on a dans la tête peut nous permettre de compter, de planifier, comme tu l'as dit, de juger aussi, analyser, ce genre de choses. Mais elle a aussi cette particularité qu'elle peut réfléchir à elle-même ou même plus largement réfléchir au sens de la vie. Du coup, une première question à ce sujet. Pour ta prochaine vie, est-ce que tu choisiras de nouveaux humains ou une fois c'était bien déjà? non, de nouveau humain. On a un tel, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être. Je me sens très héritière, par exemple, de mes lignées. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir déjà été ancêtre dans ma lignée et puis de revenir, continuer à justement à mettre plus de compassion et d'amour dans ma vie. Et j'ai l'impression que cette mission-là, elle est infinie en fait. Donc non, je pense que j'aurais envie de revenir en tant qu'humain, ouais. Il y a Mm. encore des choses à vivre. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, plus largement, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique tout ça pour toi? Notre présence sur Terre, la vie qui se répète? Ben, en tout cas, j'ai eu très tôt besoin de répondre à ces questions. Justement, quand je te disais, moi, j'ai pas qu'est-ce que j'ai dit exactement, je me souviens plus, mais en tout cas, vers 19-20 ans, j'ai fait ma première thérapie. J'étais vraiment en dépression à ce moment-là parce que c'était vraiment des questionnements existentiels que j'avais. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais l'impression de pas avoir les outils pour faire face à ce monde. Enfin bon, voilà. Donc, je pense que très tôt, ces questions existentielles, elles m'ont habitée. Donc, j'ai trouvé des réponses pour moi. Je sais pas si c'est des réponses, je dirais pas du tout que c'est la vérité. Mais oui, par exemple, cette vision d'être là pour, d'une certaine manière, un peu la vision, je sais pas si c'est vraiment la vision du karma, mais en tout cas, d'être là pour apaiser, libérer des choses vécues dans d'autres vies ou vécues dans l'histoire familiale, par exemple. C'est vraiment une vision qui me parle. De revenir, enfin, je pense qu'on est à un moment, par exemple, un moment clé de l'humanité où il y a plein de changements auxquels on est confronté, des défis, où il y a, voilà, on va dire aussi des enjeux de conscience qui sont particuliers en ce moment. Et donc, souvent, quand je fais des choses dans ma vie, j'ai l'impression que je pense à ça, au fait que tous ceux qui sont en ce moment en vie sur Terre œuvrent à quelque chose de plus grand. Parfois, on en a Mhm. conscience. Je pense à des gens qui sont hyper engagés politiquement, sociétalement, de manière associative, mais même des gens qui n'ont pas cet engagement-là. Je crois qu'on est tous en train
de permettre à une meilleure humanité d'arriver. Et c'est quand même souvent quelque chose auquel je pense. Enfin, je pense que je suis très tournée. Enfin, je pense que j'avais tellement besoin, de trouver des réponses à ces questions que ça m'anime beaucoup encore aujourd'hui. Pour terminer, si je te donnais une baguette magique, si tu devais changer une seule chose dans ta vie intérieure, ce serait quoi? Ouais, moi j'arrêterai de culpabiliser, ça c'est sûr. Je pense que ça prend trop de place. Mais Ah bah la culpabilité. ouais, exactement. Il paraît qu'il y a un petit événement astrologique qui arrive pour moi vers 2026 qui va m'aider à libérer cette culpabilité, ce qui serait bien. Mais ouais, je pense que je fonctionne beaucoup quand même. Enfin, je me culpabilise beaucoup. Et du coup, ça me permet... Enfin, ça brouille mon jugement. Enfin, ça brouille ma capacité à être juste avec moi. Parce que du coup, quand je suis juste avec moi, si je me mets à culpabiliser, alors je me mets à douter, et alors je remets en question. Et donc, ça me fait vraiment, je pense, perdre le lien avec moi. Donc, j'aimerais bien, ne plus culpabiliser. Et inversement, si tu pouvais partager un de tes super pouvoirs avec l'humanité tout entière, qu'est-ce que tu partagerais? C'est vraiment ce que je souhaite. Ouais, je pense que dans ces moments, justement, de méditation ou d'intériorité où je peux me connecter à mon cœur et à ma compassion, j'ai l'impression que c'est un outil qui est tellement puissant que c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Notamment, tu disais tout à l'heure ce que je fais dans ces méditations en live, par exemple, ou parfois dans le fait d'écrire. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, cette capacité à avoir de l'amour pour soi et du coup pour les autres. Ouvrir son cœur, on pourrait dire. Ouais. Bah, c'est déjà le temps de la conclusion, en fait, de ce petit épisode. J'espère que tu as aimé l'exercice. Oui, merci pour cet exercice, pas facile. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce qu'on vient de dire, ou un petit conseil pour les auditeurs, ou une réflexion plus générale sur la santé mentale ou sa connexion à soi plus largement? Oui, je pense à une consultation que j'ai eue aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait il y a toutes ces règles, toutes ces bases qui me permettent de vivre avec moi, mais je pense qu'il faudrait que je rajoute une règle qui serait ne pas m'en vouloir si je n'arrive pas à répondre à ces règles. Bon, je sais pas, c'est peut-être un peu trop vague quand je dis des choses comme ça, mais quelque chose que j'aimerais, je vais le formuler différemment, quelque chose que j'aimerais partager, c'est vraiment que la première étape pour moi, c'est l'étape d'acceptation de ce qui est là, dans le lien avec cette voix intérieure. Et que souvent, je reçois des gens qui s'en veulent de ressentir ce qu'ils ressentent ou de penser ce qu'ils pensent. Et que si déjà on pouvait enlever ça, bon là c'est la question de la culpabilité parce que c'est sans vouloir, mais en tout cas c'est vraiment de pouvoir être dans plus d'acceptation de l'état de mon rapport à moi-même. Je pense que ça ferait vraiment du bien. Ça ne veut pas dire que dans l'acceptation, on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de mettre plus de douceur ou de tendresse ou de compassion, blablabla. Mais si on essaye de le faire en force ou en se jugeant, justement, là, on est pris au piège, quoi. Donc, oui, c'est vraiment arrêter la lutte contre soi, peut-être. Oui, exactement. Dans ce sens-là. Oui, exactement. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci pour tout. Mais donc, je rappelle pour nos auditeurs qui voudraient avoir plus d'informations sur ce sujet qu'il y a donc tes 2 livres et tu as aussi un site internet et je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode. Peut-être que tu peux nous rappeler l'adresse de ton site ? Oui, c'est camillesfez.com. Ah ben voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour cette belle discussion. Je suis vraiment très contente de t'avoir reçu pour cet épisode. Et à bientôt, Camille. Merci à toi. Oui, à bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.